Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien et je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue pour ce débriefing slash analyse de nos finales de conférence NBA à l'ouest, parce qu'à l'est, comme vous le savez, si vous m'avez regardé avant-hier, on sait que les Knicks ont mis un gros coup de balai, un deuxième de suite, après des performances plutôt historiques, donc on va avoir un très beau finaliste pour les, je veux dire, pour les fans de basket, pour les fans de la mecque du basket. On va se faire plaisir, on va avoir des matchs au Madison Square Garden et on va voir les Knicks être plus que pertinents et ça fait sincèrement, depuis que je suis la NBA, je pense que c'est la première fois. Donc quelque part c'est un peu plaisant pour moi, je peux parler tranquille, je suis pas plus un fan des Knicks que d'une autre équipe, mais j'ai tendance à aimer les ligues quand les équipes emblématiques sont au top. Vous voyez, c'est comme si je suis le football, j'aime bien que Milan, le Bayern, Manchester United et le Real, c'est des exemples comme ça, les équipes, les gros clubs, on va dire ça comme ça, les clubs qui représentent quelque chose au niveau historique sont forts. Je les préfère comme ça, c'est toujours plus amusant à suivre. Et donc quand les Knicks sont vraiment très forts, bah ça me fait plaisir pour un observateur neutre parce que je vous dis, j'ai déjà prêté mon allégeance aux Lakers, vous le savez déjà, donc je peux parler vraiment tranquille, je suis totalement neutre. Ils se sont fait sortir et sweeper comme des malpropres. Donc moi je suis tranquille, je peux parler au calme. Le but est juste d'analyser de manière aussi froide que possible, mais vu que je vous ai parlé, comme d'habitude, j'ouvre le live avec les playoff brackets, donc en gros comment dire, les match-up, simplement le tableau récapitulatif des scores et des équipes qui avancent et qui restent sur place. Et du coup, on est toujours sur place. Je vous en avais parlé avant-hier si vous avez suivi. La question était de savoir, après une performance énorme au Game 4 des Spurs à domicile, avec notamment Stephen Castle qui a fait un travail défensif sur SG que je n'avais strictement jamais vu de ma vie. La question était de savoir, est-ce qu'en retournant à la maison, OKC allait pouvoir imprimer son propre rythme ou est-ce qu'ils allaient subir la loi des Spurs qui était vraiment en pleine bourre, qui jouait vraiment un magnifique basket. Et on a eu droit à plutôt un beau match, une prestation d'équipe bien maîtrisée d'OKC, avec plusieurs runs qui ont fait très très mal aux Spurs. Et on va aller voir directement dans les match-ups. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que comme d'habitude, il y a toujours un contexte à ces matchs. Et je vous assure, je vous encourage grandement à les regarder le jour. Hey, ça va mon vieux. Oui. Bon là, merci beaucoup. Merci beaucoup de passer. Du coup, c'est ça que je voulais vous dire. Quand on arrive à un stade pareil, tous les détails comptent. Et je vous encourage grandement, si vous avez la patience, c'est une question de droit, sinon je vous assure, je le ferai avec vous. Il faut que je trouve une solution pour essayer de pouvoir mettre des images de gauche à droite, parce que ce serait plus sympa pour étayer mon propos que simplement me regarder parler avec un écran en fond, mais j'arrive vraiment pas à faire du react sur des images sans que ça ne me porte préjudice. Il faut vraiment que je trouve une solution à ce niveau-là. D'ailleurs, si vous avez le moindre tip, le moindre conseil, peu importe quoi, en fait, tout ce qui pourrait être intéressant, je suis vachement preneur, donc n'hésitez pas. Mais le contraste des matchs, alors je vous ai dit, il y a toujours des contrastes entre la vérité d'un match n'est pas la vérité de l'autre, d'un stade à un autre, on est bien d'accord, les match-ups peuvent changer, des ajustements peuvent être faits, j'en ai parlé beaucoup, mais ce qui me dérange sincèrement, c'est l'impact gigantesque que l'arbitrage a sur cette série, d'un match à l'autre. Et je vous le dis sincèrement, moi ça me frustre, parce que je regarde clairement les playoffs de NBA pour voir entre guillemets, ce que j'appelle le vrai jeu. Je vais pas dire qu'en saison régulière c'est du faux jeu, mais je pense que toutes les personnes qui suivent la ligue de près ou de loin se rendent quand même bien compte que en saison régulière, il y a un type de jeu qui est joué, et en playoff, c'est une toute autre chose. Et ça vient souvent avec les arbitres. Je vous avais parlé notamment de certains joueurs qui ont du mal à se faire au playoff, parce qu'ils ont tellement l'habitude en saison régulière d'avoir certains calls, d'être arbitrés d'une certaine façon. En playoff, en général, on laisse plus jouer. Je ne comprends pas pourquoi l'arbitrage est si bizarre lorsque les matchs sont à OKC. Je suis pas ici pour faire une théorie du complot, je suis pas ici pour parler de corruption, je veux pas rentrer là-dedans. Mais il y a comme quelque chose qui va pas. Et ce qui ne va pas non plus, c'est que nous avons le commissionneur de la Ligue qui, après avoir vu autant de critiques liées à cet arbitrage, je suis pas le seul à l'avoir observé. C'est pas juste moi qui suis un hater dans mon bureau en train de se dire, oh ouais, c'est juste les arbitres. Non, ça c'est de l'analyse de bas étage, c'est pas du tout ce que je veux faire, mais il faut quand même le prendre en compte. Ça a une importance qui est bien trop grande. J'ai du mal à supporter le fait que les coups de sifflet soient si horribles quand les matchs sont à OKC. C'est vraiment insupportable à regarder. Je vous assure, il y a le flopping d'OKC, le flopping systémique d'OKC est insupportable. Pas mal de personnes s'en sont rendues compte, il y a énormément de commentaires, et Adam Silver, tout ce qu'il trouve à faire, c'est sortir et dire je m'intéresse au tanking, je pense que c'est important, même si j'ai lu beaucoup ces derniers temps que tout le monde s'en fout apparemment du tanking, à part moi.
Moi, je pense que vraiment, ça casse les pieds et qu'il faut faire quelque chose, sinon, bah, y a plus de compétition. On fausse la compétition et j'aime pas quand la compétition est faussée. Faussée, pardon, surtout à ce niveau-là. À ce niveau-là, on doit avoir une compétition impeccable. On doit avoir des mecs qui en veulent et on doit avoir la meilleure qui gagne. Même si c'est pas toujours comme ça que ça se passe, on doit ressentir ça. Mais ici, il vient nous dire globalement, la bouche en cœur, ouais, le flopping, c'est pas si grave, les arbitres font vraiment un super boulot. Hein? Mais je veux dire, il regarde les matchs au moins, le commissionneur. Je veux dire, c'est pas possible. Je veux dire, faut pas me faire croire à l'heure actuelle qu'il n'y a pas un flopping systémique à OKC. Je veux dire, tous leurs joueurs, les gars, c'est insupportable. Je vous ai parlé de Shea et je vous ai parlé comment dire, de l'image que je m'en faisais, des petits mannequins aussi, quand vous appuyez sur le bas du socle, il y a la pression qui se lâchait et il se laisse tomber en mille morceaux et quand vous lâchez la pression, elle remonte et ils redeviennent parfaitement droits. Mais ok, mais les gars, SGA, il n'y a pas un foutu shot où il reste sur ses quilles. Il n'y a pas un foutu shot où il retombe sur ses voûtes plantaires et il reste droit. Vous voyez, je ne sais pas, prenez un shot et vous retombez. Non, il retombe pour dire qu'il est désarticulé, les gars. C'est juste insupportable et ça, on devrait vraiment y jeter un œil, ça pourrit le truc. Vraiment, j'ai même vu des pundits américains lancer comment dire, des petites critiques sur le football en disant oh, c'est à cause des footeux, depuis que les footeux tombent, les joueurs de basket. Je pense que ce parallélisme est à gerber, n'a strictement aucun sens parce que les sports sont totalement différents. Le type de contact autorisé dans les deux sports et ce qui a à gagner hors d'une faute est incomparable d'un sport à l'autre. Sincèrement, je pense que la comparaison est vraiment nulle. Mais par contre, force est de constater que c'est vraiment pénible. Pour l'observateur moyen qui regarde le match, c'est insupportable. Sincèrement, c'est insupportable de voir des mecs en top shape ne pas pouvoir tenir sur leur quille parce qu'ils sont touchés par un centimètre de coude. Non, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Et je vous dis, ok, si, ça fait vraiment 2 ans qu'ils me pourrissent la vie parce que d'un côté de la balle, ils sont insupportables, ils floppent, et de l'autre, ils défendent de manière quasi dirty. Je veux dire, le contraste entre les deux parties du terrain, ok, si, c'est vraiment un problème. Et dans ce Game 5, on s'en rend compte. Je veux dire, le nombre de fautes, j'ai encore vu, je ne sais pas si c'est Carson Wallace ou Jalen Williams côté OKC qui attend. Il attend la charge, on le voit, il attend le truc, il vient se mettre sur la route, il fait vraiment exprès, il regarde, il se fait à peine toucher, il s'écroule, on siffle la faute, mais quand vous voyez la réaction des joueurs, vous allez me dire en général, quand un joueur crée une faute, hormis les cas où il lève la main pour dire ok, c'est de ma faute, désolé, la faute était flagrante, il est clair que les joueurs vont se plaindre. Ça, c'est dans tous les sports. Quand vous pensez, vous allez au challenge, vous pensez pas qu'il y a faute, vous pensez jamais qu'il y a faute quand c'est vous qui l'a fait. Ça, c'est un peu le truc au niveau. Vous pensez jamais qu'il y a faute, mais vous voyez juste la réaction incrédule, c'est toute l'équipe, c'est tout le banc qui se dit mais non, mais ça c'est pas possible. Les mecs vont pas pouvoir s'en sortir à chaque fois quand ils sont chez eux. Et c'est vraiment, j'ai la même sensation qu'eux. Et je vous le dis sincèrement, que OKC ou les Spurs gagnent, pour moi c'est la même. Je veux juste voir du beau basket et quelque part ça on l'a eu. On aura une belle série et en plus de ça on va aller au match final. Donc quelque part ça c'est chouette. Pour le suspense, pour le côté trépidant, moi je suis tout à fait ok avec ça. Par contre, c'est à chaque fois, et on a le commissionneur qui est là dans sa tour d'ivoire qui dit ouais, je suis pas convaincu le flopping. Est-ce que c'est si grave? Non, je pense que les arbitres font vraiment un super boulot. Alors qu'il soit derrière son corps arbitral, je suis bien d'accord, on demandait pas de jeter les arbitres en pâture et dire nos arbitres sont nuls. Ah, on le sait, ils sont nuls, mais on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on a. Non, on lui demande pas ça, on lui demande juste de dire il y a des équipes qui veulent prendre avantage de cette facette, ça rend le travail des arbitres insupportable et plus complexe, il faut qu'on se penche sur la question. Je sais qu'il y a des règles anti-flopping, mais apparemment elles ne sont pas dissuasives. Il faut que ces règles soient vraiment dissuasives, il faut vraiment qu'il y ait un vrai doute. Je veux dire, un joueur de foot qui a une jaune, il va hésiter avant de simuler, sauf s'il est idiot. Il va hésiter avant de s'auto-trébucher dans le rectangle. Comprenez? C'est ça que je veux dire. Je voudrais... Enfin, je ne sais pas comment le réaliser, encore une fois, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de me pencher sur un concept qui pourrait améliorer la chose, mais il faut faire quelque chose. C'est pas possible. Parce que eux se permettent de défendre de manière vraiment hard, et les coups de sifflet sont vraiment, vraiment disparates à ce niveau-là, c'est quelque chose qui me déplaît. Je préfère le jeu quand les matchs sont à San Antonio, non pas parce que San Antonio gagne, je me répète, mais simplement parce que j'ai l'impression de voir du basket de playoff. Vous voyez? Où clairement, il y a une bagarre physique pour la possession de la balle. Les meilleurs joueurs de la ligue, la première défense à faire sur eux, c'est de les empêcher de toucher la balle. C'est simple, c'est assez universel. Vous avez un joueur qui est inquiétant balle en main, ce que vous voulez, c'est qu'il la touche pas la balle. Donc vous voyez, des fois on a une bagarre de main, on a une bagarre d'épaule, on a une bagarre de coude. C'est ça que je veux voir, c'est le côté physique où le plus ingénieux, le plus doué, le plus fort va prendre le dessus. Ou je peux pas, il va bloquer ma main gauche, je vais tourner sur la main droite. Si on ne me laisse pas jouer sur la gauche, je vais peut-être faire un turnaround. Peu importe à quel point les mecs sont des génies pour imaginer une solution pour contrer.
En revanche, c'est le basket que je voudrais voir. Je dis pas qu'on... Encore une fois, je me répète, je l'ai déjà dit de multiples reprises. Je ne suis pas nostalgique des Bad Boys, des Bad Boys Pistons. Non. C'était nul comme basket, si vous voulez mon opinion. J'aime vraiment pas ça. Par contre, j'aime qu'il y ait un contraste entre la saison régulière et le playoff. J'aime quand même qu'en playoff, on laisse un peu jouer. Et à OKC, je constate que c'est pas le cas. Et ça me frustre. Donc je voulais vous partager ça. Je sais pas du tout si de votre côté, vous vous dites juste ouais, non, c'est un rageux, laisse tomber, il aime pas OKC, ou si vous aussi, vous voyez comme quelque chose qui déconne. Il y a un truc, c'est pas possible. J'en vois pas là, je vois des mecs en top shape qui font plus de 100 kilos, qui sont pas, je vous dis, ces mecs-là ont un équilibre, une psychomode largement au-dessus de la moyenne, et ils sont déséquilibrés par une touchette d'épaule. Non, c'est vraiment désagréable à regarder. Je dis pas qu'il y a aucun flopping côté Spurs. Bien sûr que non, bien sûr qu'il y en a, bien sûr que certains joueurs essayent de fausser un peu lorsque le moment est un peu chaud, parce qu'ils sont battus, bien sûr. Il y a pas, je veux pas dire qu'il y a pas de problème, c'est plutôt le côté systémique à OKC qui, moi, me gêne particulièrement. Je suis vraiment lassé et fatigué de voir ces mecs être comme des marionnettes désarticulées. C'est pas possible. Alors, on va aller voir directement le match duquel je vous parle, pour bien vous rendre compte que OKC a fait un bon match. D'accord ? Je me plains du côté flopping, je ne pense pas... Je suis pas en train de dire que les arbitres ont fait en sorte que OKC gagne le match. Mais ils rendent le match très difficile à regarder. Et ils créent une frustration qui est parfois difficile à assumer. Je vous le dis sincèrement. Donc on va d'abord se pencher sur les vainqueurs. Alors évidemment, inutile de vous le dire. Hein. Quand il a OKC, il est 17 lancers francs, c'est tranquille. Après, le mérite que je lui rends toujours, c'est qu'il en colle 16. Il en fait 16 sur 17. Et ça, pour moi, c'est quand même la marque des grands. Quand on est dans un match, aussi énorme en termes d'importance, et qu'on a un gars qui est capable de faire sur 16 sur 17 au lancer franc pour aider son équipe, il mérite absolument le respect. À ce niveau-là, je n'ai rien à redire, mais 17 lancers, les gars. 17 lancers. En même temps, il faut bien ça, parce que quand on voit sa moyenne au shot, il lui fallait bien ça. Il a moins de 40%, si je dis pas de conneries. Donc, ouais, Jared McCain a moins de 40%. Mais par contre, vous avez vu qu'encore une fois, je remarque aussi comme que la raquette a tendance à step up à domicile. Parce que je pense qu'on laisse un peu plus jouer sur Wemby. À San Antonio, je remarque quand même que quand il y a des techniques à la limite du dirty, on a tendance à siffler. Côté OKC, je ne sais pas. Il y a un côté du terrain où en général on est en clairvoyance parfaite, et de l'autre côté du terrain, je sais pas, on regarde le plafond, peut-être qu'il y a un fan qui mange un bon popcorn. Les gars, faut arrêter, c'est vraiment flagrant et c'est gênant. C'est vraiment gênant pour une ligue pareille, et ça rend vraiment cette équipe plutôt détestable. Alors que, je vous assure, en termes de construction de roster, en termes de qualité de joueur, de qualité de coach, de qualité de GM, on est dans ce qui se fait de mieux dans la ligue. Et c'est une équipe qui devrait être célébrée, à mon sens. Mais là, c'est impossible. Pour moi, en tout cas, c'est viscéralement impossible de les exalter ou de les féliciter, limite. C'est pas possible. Ils peuvent défendre avec des barbelés, et on peut pas les toucher avec du velours. Ah, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Même si, il y a une chose aussi qui était très très bien jouée côté OKC. Je pense qu'ils ont remarqué cette tendance-là. Lorsque les joueurs des Spurs ont tendance à trop perdre la balle, parce qu'en plus on pourrait se dire, oh, les chiffres sont pas spécialement énormes, c'est jamais que 15 turnovers, il y en a 16 en face. Mais quand vous regardez, si vous jetez un œil, tous les turnovers ne sont pas créés de la même manière. C'est-à-dire que si vous perdez la balle, et que globalement ça finit en touche, et qu'il y a une action où que un de vos joueurs peut presser pour la récupérer, c'est beaucoup plus pardonnable que lorsque vous perdez la balle, qui va donner un 3 points 2 secondes plus tard, ou qui va donner une contre-attaque super rapide qui vous casse un peu les pattes. Parce que quand vous êtes quand le meneur met les jeux en place, que tout le monde est placé en attaque et qu'il perd bêtement la balle, et que ça score de l'autre côté, et que tout le monde doit revenir, je vous assure, les jambes sont lourdes, les cerveaux sont lourds, et ça fait beaucoup plus de mal, autant au niveau du score qu'au niveau du corps. Vous voyez ? C'est très difficile. Mentalement et physiquement, les jambes sont lourdes, on se dit. Là, on est en train de mettre notre attaque en place, on perd la balle bêtement, eux ils scorent, on doit tous revenir dans notre partie de terrain, reconstruire encore l'attaque. Et eux, évidemment, ils se nourrissent de ça, parce que le public d'OKC, je les trouve abjects, mais ce qui est très chouette, c'est qu'ils poussent leur équipe, ça on peut pas leur reprocher. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, c'est très compliqué, c'est très très compliqué pour moi en termes de perte de balles. Et pareil, Stephen Castle, 2 paires de balles sur ces 3 sont vraiment des coupes-gorges, je vous assure, c'est vraiment dur. Donc, il y a vraiment un effort à faire à ce niveau-là, même si on peut pas brider, enfin, on pourrait, mais je ne souhaiterais pas brider un gars comme Stephen Castle. Je veux garder son agressivité, je veux garder tout ça. Il y a juste, c'est un sophomore, ok? On peut pas s'attendre à ce qu'il devienne directement un gestionnaire de ballon qui perd jamais un ballon, non, on peut pas s'attendre à ça. On peut juste essayer de lui faire comprendre qu'à certains moments, la perte de balle n'est pas tolérée.
Et ça va venir, je pense clairement que ça va venir avec le temps. C'est un joueur ultra talentueux. Parce que regardez, le reste de son match est vraiment excellent. Hein. Je veux dire, c'est 7 sur 11, 3 sur 5, 7 sur 8, 6 assists et 3 steals. Donc, je veux dire, il fait un bon match. C'est juste des paires de balles qui cassent des momentum ou qui en créent de l'autre côté. C'est ça qui est vraiment dur, c'est les switches de momentum. Je vous en parle assez souvent de cette notion-là. C'est que vous avez vraiment l'impression qu'une équipe a un run, a un bon momentum, et ça peut être stoppé net par une bête paire de balles, ou ça peut créer un momentum côté adverse. C'est ça qui est vraiment difficile, c'est que c'est vraiment un double tranchant. Vous perdez d'un côté, vous perdez de l'autre. C'est un plan lose-lose. C'est vraiment pas cool. Et force est de constater que ils ont bien compris ça, j'ai l'impression, parce que je vois cette défense agressive qui crée les pertes de balles, et puis il y a des runs, parce qu'ils sont très très doués en run, hein, ok, si notamment quand Shea va sur le banc, je vous en avais parlé, il y a des runs et on peut pas les laisser arriver. Si on regarde, je pense que les high scoring games, quasi toujours, c'est OKC qui les gagne. Si vous regardez ici la tendance, hormis le game 1 qui est vraiment une anomalie, je vais dire, et encore, c'est après 2 overtime qu'on finit à 122-115, et c'est les Spurs qui gagnent. Regardez. 122 points, OKC gagne. 123 points, OKC gagne. Et ici, 103 points, les Spurs gagnent. 127 points, les OKC gagne. Vous voyez, il y a vraiment une tendance. Lorsque les matchs comportent beaucoup de points, OKC a tendance à gagner. Les Spurs brillent vraiment lorsqu'ils arrivent à les lock-up. Lorsqu'ils arrivent à leur dire, ok les gars, non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, vous allez devoir faire autrement. On va pas juste vous laisser scorer. On va pas vous laisser nous coller des runs qui nous cassent les chevilles. C'est pas possible, pas aujourd'hui. Quand ils font pas ça en général, ils perdent, je vous le montre, mais regardez juste les points qu'OKC marquent dans leur défaite. 82, 91. Alors il y a évidemment le 115, mais en double overtime, hein, je répète, donc c'est plus difficile à prendre en compte. Je ne me souviens plus, pardonnez-moi, je ne me souviens plus du score à la fin du temps régulier, je veux dire, des 48 minutes. Je m'en souviens pas, mais ce qu'on peut voir en tout cas, c'est qu'il y a une tendance. Lorsque les matchs ont tendance à comporter beaucoup de points, OKC a tendance à gagner. Parce qu'ils ont des runs qui sont assez difficiles, et on voit les Spurs revenir, et c'est ça qui est dur aussi psychologiquement sur le match. Quand vous dites, ok, on revient sur eux, et malgré ça, ils vous collent un petit run derrière, ils vous collent un 12-2 derrière, et vous dites, ça tout est à refaire. Et ils sont capables de prendre feu. Il n'y a pas de problème. J'ai été assez impressionné, plusieurs fois je vous l'ai dit, mais Jared McCain, le trade qu'ils ont réalisé avec les Spurs, avec les Sixers, pardon, excellent trade, je l'avais totalement sous-estimé quand je l'ai vu arriver. Quand j'ai vu la contrepartie pour Jared McCain, je m'étais dit, tiens, je le trouvais intéressant, mais est-ce que ça vaut vraiment ça? Ouais, ça les vaut. En playoff, faire ça, à son âge, ouais, ça les vaut. Regardez, il prend autant de shots que Shea. Le mec, il a vraiment pas peur. Il a vraiment la gâchette facile. Il a tendance à bien comprendre le jeu. J'aime beaucoup sa manière de voir le basket. J'aime vraiment beaucoup ce joueur. Et il apporte énormément. Caruso, les gars. S'il y a une possibilité de ne pas laisser Caruso marquer son premier ou ses 2 premiers corner 3, donc les 3 points où il est vraiment sur le coin du terrain, là où il est le plus proche du panier, il est absolument mortel à cette distance. Et en général, quand il voit le premier rentrer, ça devient difficile. Si regardez, il shot encore à 50%, avec 8 lancers francs. Mais ils prennent 38 lancers francs pour OKC, 32 pour les Spurs. 12 sur 12 à Vic quand même. Catastrophique au shot, mais 12 sur 12 quand même, ça aussi, ça mérite le respect. Et encore une fois, le chantier défensif à 2 steals, 3 blocs. C'est un assist pour 2 paires de balles. Il fait vraiment pas un bon match, mais encore une fois, il y a quelque chose non, c'est pas que ça me surprend, c'est que ça arrive assez systématiquement, hormis au Game 1. Lorsque les Spurs jouent à OKC, la raquette d'OKC parvient à garder Wemby en dehors, assez loin de la raquette. Ce qui fait que c'est assez fatigant pour lui. Il doit vraiment s'écarter de l'anneau pour venir chercher la balle. Et ensuite, il y a toujours au moins un move ou deux à faire ou passer en relais avec quelqu'un pour pouvoir s'approcher de l'anneau. Ce qui n'arrive pas à côté San Antonio. À San Antonio, vous voyez qu'il est beaucoup plus proche du panier, et forcément, il est létal à ce niveau-là. Dès que vous le laissez un peu proche, il vient avec ses mandibules, je n'ai jamais vu, je vais peut-être me faire incendier par rapport à Jokic ou d'autres, mais je veux dire, on a rarement vu des freaks comme ça en termes de taille, mais je n'ai jamais vu un toucher pareil pour un mec aussi grand, les gars. Le flotteur de Wemby, les gars, mais c'est une œuvre d'art, sincèrement. Quand vous le voyez, il est énorme, ça, vraiment, le petit toucher, alors qu'il est... Vous avez l'impression que sa main est déjà au-dessus de l'anneau, et vraiment, le petit flotteur comme ça, je l'ai vu faire 2-3 fois sur Hartenstein ou sur Chet. C'était... Franchement, moi, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça à un niveau de basket, on sait que son niveau est incroyable, mais là, c'est limite des facettes de son jeu que j'avais pas encore vraiment bien vu, et j'ai l'impression qu'il a encore élevé son niveau... dans ces playoffs. Là, la raquette d'OKC a vraiment fait un bon boulot à dire à Wemby, non, on va pas te laisser venir. Tu vas devoir commencer tes actions plus loin. On va pas te laisser nous bully ici dans la raquette.
Ça, c'est pas possible, ça va pas arriver. Et c'était, à mon sens, c'est une condition de sine qua non. Si vous laissez Wemby bosser dans la raquette des deux côtés du terrain, je vois pas comment vous gagnez s'il a un minimum en confiance avec son shot. Parce que c'est ça aussi qui a d'importance. J'avais l'impression, en regardant les images, encore une fois, je n'ai aucune inside news, ce n'est que de l'observation d'un fan, ok? C'est rien d'autre. J'avais l'impression qu'il avait pas de jambes, Wemby. J'avais l'impression qu'il était vraiment fatigué. Et ce qui se justifierait parfaitement. Quand on voit l'intensité des matchs, quand on voit le nombre de minutes qu'il a joué, vraiment c'est facile à comprendre. Mais j'avais l'impression qu'il était un peu à court de jus. Vous voyez, il n'y avait pas de peps dans son shot. Et le 0 sur 5 à 3 points est vraiment symptomatique à mon sens. C'est que il y a des moments où vous voyez, c'est beaucoup plus... Il est beaucoup plus délié quand il shot. Il est beaucoup plus... Là, il avait l'air d'être vraiment recroquevillé sur lui-même. Il y avait pas vraiment cette extension qu'on peut voir d'habitude. Il était un peu court. Donc on avait vraiment l'impression que les jambes étaient lourdes et les jambes étaient... Les jambes ont bossé, voilà ce que ça veut dire. Les jambes ont vraiment bien bossé, et je pense que là, ça lui a coûté un peu. Ok, si, l'a vraiment fait. Surtout que ça lui coûte encore beaucoup plus d'énergie lorsque la raquette, je vous dis, la raquette OKC le repousse. Il n'y a pas vraiment de poids où il peut se permettre de profiter du mismatch rapidement et dire, ah ok, c'est toi, ça roule. Hop, cup, on marque. C'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup moins de choses faciles dans le jeu offensif. On lui laisse vraiment... Et je vous dis, c'est vraiment obligatoire côté OKC, sinon le match est perdu. À mon sens. Ils peuvent pas laisser Wemby se balader comme ça. Sinon, autant arrêter de jouer. Parce qu'il va absolument vous rouler dessus. Et si en plus de ça, s'il peut faire un bon jeu dans la raquette, et que vous avez le malheur que son shot à 3 points rentre, là c'est game over. Hein. C'est littéralement game over, les gars. Parce que quand il peut bosser dans la raquette et bully ses adversaires, et qu'en plus de ça, quand il est à l'extérieur de la raquette, il se sent bien avec son shot et il représente une menace, vous êtes obligé de le défendre au corps partout. Mais le problème, c'est que quand vous voulez faire ça, il y a toujours bien un coéquipier ou deux qui va ou vont pouvoir créer du mouvement. Et évidemment, avec beaucoup plus d'espace. Les shots sont beaucoup plus ouverts quand Wemby prend autant d'attention. Vous voyez, tout ça est un puzzle et tout est entrelié dans leur jeu d'équipe. Et on va pouvoir l'observer au Game 6, je pense. Je vais regarder ça avec vous, mais je pense que dans le Game 6, il y a certaines tendances qu'on peut aussi observer. Donc globalement, je vous ai fait le fameux coup de gueule pour l'arbitrage parce que ça me lasse. Je vous l'ai déjà dit à de multiples reprises et ça change pas. Et on a un commissionneur qui est complètement à l'ouest qui vient nous dire « Oh non, les arbitres sont excellents, il y a pas de problème. » Mais mec, il y a que toi et les arbitres NBA qui pensaient ça dans le monde, les gars. C'est insupportable, vraiment. Enfin bref. Et je ne dis pas qu'on doit sanctionner uniquement au KC, je pense juste que chez eux c'est systémique et insupportable. Et c'est d'autant plus insupportable qu'ils ont du succès. On est bien d'accord que si OKC était à la 12e place de la conférence Ouest, je prendrais pas de mon temps pour vous parler de leur flopping systémique. Peut-être que je vous en parlerai rapidement lors d'un match-up, mais je ne viendrai pas en parler autant que ça. C'est clairement parce que cette stratégie de jeu leur permet d'avoir du succès et de gagner beaucoup de matchs. C'est ça qui est vraiment frustrant. C'est que ça marche. Donc, moi j'étais vraiment un peu frustré, mais par contre, c'est pas le flopping de Casey qui a mis De'Aaron Fox et Victor Wembanyama à 8 sur 30. Non, ça on peut pas non plus être complètement délu et inventer des choses. Non. De'Aaron Fox est strictement passé à côté de son match. Je veux dire, on a eu un peu à la distribution, mais il représentait pas énormément de menaces. Les trois styles font quand même toujours plaisir à voir. Hein. Pareil, Devin Vassell, pourtant, on a pu compter sur lui en playoff côté Spurs. Les Spurs ont vraiment pu compter sur lui. Il a vraiment des pourcentages intéressants. En général, il participe bien au jeu. Mais là, oui, 2 sur 11, c'est pas possible. Julian Champagny, qui fait vraiment un très très bon match, en tout cas au pourcentage, c'est d'ailleurs souvent ce qu'on lui demande. Une bonne défense, des bons pourcentages. Je pense qu'en termes de shot à 3 points, c'est le leader de l'équipe à ce niveau-là. Je vous dis, Stephen Castle, quelques paires de balles qui font mal, mais moi je trouve que c'était vraiment lui qui a fait le meilleur match côté Spurs. Et du banc, en plus ça, on a Keldon Johnson qui fait du bon boulot. Et pareil, Dylan Harper, lui je vous en parle souvent pour ses 20 ans, qui est capable de shotter de manière efficace, qui est capable de créer des momentum ou d'arrêter des momentum. Là, il a juste pas posé sur le match. Il n'a vraiment pas eu l'impact qu'on lui souhaite parce qu'en 25 minutes, il perd comme 3 fois la balle. Et quand on sort du banc, c'est difficile. Il y a déjà cette paire de balles comme ça. C'est vraiment difficile. Je vous ai dit côté OKC, on a la raquette qui a fait un bon match. Sincèrement. Même si encore une fois, Chet qui prend que 9 shots, moi j'ai énormément de mal avec ça. Je vous l'ai déjà dit. Je trouve vraiment que Chet a été en dessous de mes attentes. Alors je sais bien, c'est difficile de prendre énormément de shots lorsque vous avez Wemby dans la raquette d'en face. Mais je m'attendais à ce qu'il ait beaucoup plus au challenge. Il y a beaucoup de moments où je vois Chet dans la raquette. Si c'est Wemby, des fois, on commence à hésiter, on commence à ressortir la balle, Et je sais que Wemby fait ça. Wemby a une présence qui est absolument incroyable. Je ne veux pas sous-estimer ça, mais il y a un moment, il faut quand même prendre le challenge. Je veux dire, Chet fait pas 1m87, les gars.
C'est aussi un masto, c'est aussi un gars, il pourrait aller... Je pensais qu'il irait beaucoup plus au contact, c'est ça que je voulais vous dire. Je pensais que Chet allait step up beaucoup plus que ça. Et c'est pas le cas. Ça, c'est pas le cas. Par contre, quand vous voyez que Cornet, quand c'est Luke Cornet qui est sur le terrain, ah là, du coup, Chet, il... il est chaud, il se réveille. SG aussi, d'ailleurs, en général, quand ils voient le mismatch avec Luke Cornet, ils ont tendance... là, c'est la fiesta dans la raquette des Spurs, en général. Mais dès que Wemby revient, commence à réfléchir à 2 fois avant de rentrer, on prend un dribble en plus, Et encore une fois, c'est logique. C'est le meilleur défenseur de manière unanime pour la première fois de l'histoire de la ligue, pardon. C'est pas usurpé comme titre. Le mec, il est si bon que ça défensivement. Je sais que les gens qui sont de l'extérieur et qui regardent pas beaucoup doivent se dire « Oh, j'en ai ras-le-bol d'entendre parler de Wemby, tout le monde en parle, il y a trop de hype. » Non, les gars, il faut le regarder jouer. Il faut voir ce mec défendre sur des meneurs d'1m90, 1m95. Avec la vivacité, la vitesse des pas, le fait qu'il fasse hésiter, qu'il change des actions. Vous voyez des contre-attaques où les joueurs sont en 2v1 avec Wemby dans la raquette, où les mecs hésitent. Alors qu'en temps normal, on fait tourner la balle. Ils voient Wemby, ils sont là, ouais, on va peut-être sortir de la raquette, aller shot à 3 points ou passer la balle à quelqu'un qui n'est pas dans son giron. C'est impressionnant à voir. Donc, je comprends ça, mais je trouve qu'au niveau de Chet, on doit quand même l'attaquer. On doit trouver des solutions pour l'attaquer et être agressif sur Wemby. Que ce soit Wemby ou non, on se fait bloquer 2-3 fois, c'est pas grave, mais on doit être agressif. On doit scorer sur lui aussi. On doit apposer une présence, on doit apposer une menace. J'ai pas l'impression que Chet représente la moindre menace pour Wemby côté offensif, sincèrement. Donc je vous dis, quelques runs qui ont tué Alex Caruso du banc, qui, depuis le début des playoffs, déjà l'année dernière, je vous dis, pour moi, c'est Lakers royalty, hein. Caruso, je l'adorais lorsqu'il a permis de faire gagner le titre aux Lakers en 2020. Je pense 2020, si je dis pas de bêtises. Donc, je suis un réel fan du joueur, et c'est un fit parfait pour l'OKC. J'ai vraiment rien à vous dire à ce niveau-là, ils étaient vraiment bons. Je dis, Jared McCain, il prend beaucoup de shots. SGA qui met 32 points, on peut se dire, oh, incroyable. Non, il a juste bouffé beaucoup de lancers, et je suis pas convaincu que les 17 étaient justifiés. Non, je suis convaincu du contraire, en fait. Il y a aucune raison de faire preuve de fausse humilité ici. J'ai regardé les images. Il y en a marre de voir le bonhomme désarticulé par moment, je vous assure. C'est très pénible à regarder. Je sais pas du tout si vous ressentez la même chose. N'hésitez pas à me revenir de la moindre, de quelque façon que ce soit, mais c'est pénible. Je suis sincère, les gars, c'est pénible de voir ça. C'est un joueur tellement excellent, ça, tellement ce qu'il est, mais... Après, la défense des Spurs est vraiment excellente souvent sur les... J'ai jamais vu Shea devoir prendre autant de shots difficiles, autant de long 2, parfois même des long 3 qui ne sont absolument pas son jeu, même si là, OKC à 2 sur 3, à 2 sur 3, il a été quand même plutôt bon à 3 points. Mais souvent, dans la série, vous voyez que quand ils arrivent à bien le faire reculer, à ne pas lui laisser prendre ses spots, comme il le fait souvent en saison régulière ou contre les équipes qui défendent moins bien, il a vraiment je n'ai jamais vu une équipe défendre comme ça sur Shea. Sincèrement. C'est incroyable le boulot qu'ils font sur Shea. Les Lakers avaient déjà fait un bon boulot, je trouve, mais les Spurs mettent ça à tout autre niveau. En même temps, le défense d'équipe, on peut même pas mettre les Lakers et les Spurs dans la même phrase. Ils sont pas dans la même galaxie. Donc ici, on a un match gagné à OKC où ils devaient gagner ce match. C'était nécessaire. On peut pas. C'est très difficile d'aller perdre le match et puis de retourner à San Antonio. Ça aurait été vraiment un coupe-gorge. Donc ils voulaient vraiment pas faire ça. Ils voulaient gagner ce match. Ils devaient le gagner et ils l'ont gagné. Donc quelque part, tant mieux pour eux. Je dis, je vais pas les féliciter parce qu'ils me cassent la tête à jouer le basket de cette façon, et que je trouve qu'ils sont quand même pas mal aidés par les arbitres, même si je ne dis pas que les arbitres leur ont fait gagner le match. C'est pas ce que je dis, mais c'est un facteur à prendre en compte. Si on le prend pas en compte, on fait pas le boulot d'analyse correctement. Il y a un moment, c'est factuel. Il faut regarder les images, il faut regarder les matchs, il faut s'en rendre compte. Et je me suis rendu compte, je vous dis, lors de ces playoffs, ça m'a fait plaisir de me dire que j'étais pas devenu complètement fou. Il y a pas que moi qui m'en suis rendu compte. Il y a vraiment beaucoup de pundits. J'ai lu beaucoup d'articles ou comment dire, des personnes influentes dans le sport américain, que ce soit sur leur compte, que ce soit sur leur plateforme, voir la même chose que moi. Ça me rassure un petit peu, parce qu'il y a des moments où je me dis non, je deviens juste un rageux, je commence à juste détester OKC au-dessus de tout. Et en fait, non, c'est pas le cas. Je veux absolument, sans problème, reconnaître leur haut fait. Et ce qu'ils font bien. Et là où ils se démarquent des autres, c'est une équipe incroyable, champion en titre. Et si vous vous souvenez, quand j'avais un peu pronostiqué de manière un peu légère, je les voyais gagner une deuxième fois. Les Spurs leur ont donné un bien plus gros challenge que ce à quoi je ne m'attendais. Je pense que j'ai sous-estimé les Spurs. Et coach Johnson aussi, que je trouve vraiment bon. Alors, d'ailleurs, en parlant de Mitch Johnson, il a expliqué, il disait à l'interview, 15 shots pour Wemby, c'est pas trop acceptable, il doit prendre plus de shots. Et ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Mais je pense que le fait que Wemby prenne moins... Je pense sincèrement que Wemby est un petit peu court physiquement. Mon opinion sur base d'observation, rien d'autre. Et aussi la défense féroce de la raquette, qui, je vous dis, c'est difficile d'attaquer, de porter plusieurs estocades de suite lorsque vous êtes à chaque fois loin du panier, qu'il faut créer avant de pouvoir avoir un shot. C'est très compliqué. Surtout qu'en plus il était en délicatesse avec son shot à 3 points.
Je vous dis, si sur ces 5 shots, il y en a 3 qui rentrent, je pense que c'est pas le même match. Mais vous allez me dire, oui, évidemment, il y aura 9 points de plus. Au-delà de ça, de l'impact que ça va sur le jeu, d'ouvrir le cours, d'obliger à défendre Wemby différemment. Là, ils ont pu se permettre vraiment de le pousser loin, de se dire, bon, il est pas en confiance aujourd'hui, les shots ne rentrent pas, on va continuer à défendre de la sorte. Et c'était plutôt très malin de la part d'OKC. Rien à dire à ce niveau-là. Donc OKC gagne à la maison, et là du coup le match couperait, c'est côté San Antonio, parce que comme vous l'avez bien compris, on est à 3-2, si les Spurs ne gagnent pas, c'est au revoir et on peut aller à Cancun. Mais là, on va avoir droit à une performance incroyable des Spurs. Vraiment magnifique. Donc on va d'abord passer un peu en revue ici. Chet, encore une fois, qui prend que 8 shots. Vous allez me dire, après, il joue que 24 minutes, parce qu'à la fin, le match est assez serré pendant un moment, et puis ils se font complètement blow-out au 3e quart-temps, et là, il n'y a plus de match. Voilà, donc, c'était honnêtement un beau match, ça a été serré, parce qu'on voit que le premier quart-temps, San Antonio est vraiment bon. OKC a tendance à revenir, mais le 3e quart-temps, il y a vraiment plus de match. Vous voyez vraiment que chaque fois que les OKC avaient un run pour revenir, les Spurs les laissaient à distance. Ils sont vraiment capables de faire ça à domicile, et c'est quelque chose qui est vraiment agréable à observer. C'est de se dire, ok, ils sont en train de faire un run, mais on va juste les arrêter. On va leur dire, on peut pas, stop maintenant. On peut pas faire ça. Et quelque chose, encore une fois, de caractéristique que je voulais vous souligner. Shea est encore à 33% au shot. Ce qui est vraiment dégueulasse, hein. Surtout pour un joueur de son calibre, c'est atroce. 0 sur 5 à 3 points, ça que je voulais dire. Là, on a réussi vraiment à l'empêcher de prendre ses spots, donc il y a des shots où il a été obligé de prendre qui sont des shots qui sont vraiment pas caractéristiques. Ce sont des shots qu'il ne prend pas en général. C'est pour ça qu'il est si efficient. C'est qu'il ne prend pas ces shots-là, il les veut pas. Parce qu'il a J-Dub à côté de lui, où on a vu AJ qui a pu amener ça, et on voit que Jared McCain, aussi bon qu'il n'a été, il amène pas cette même menace. Vous voyez, donc, Shea est obligé de prendre ces fameux long two, et parfois des 3 points ou des longs 3, et ça, c'est vraiment pas son jeu, les gars. Et on le voit, 6 sur 18, c'est vraiment pas bon. Vraiment, vraiment pas bon. Et on a 0 sur 5, et aussi, on était à San Antonio, donc 3 lancers francs, pas 17, forcément. Parce qu'on laisse un petit peu les joueurs de basket jouer au basket. À San Antonio, j'ai trouvé ça plus agréable à regarder. Et ça blesse d'un coup, parce qu'on a Dort qui est à 2 sur 11, on a Jared McCain qui est à 4 sur 11. Chet et Hartenstein, au final, ne font pas un mauvais match. Je trouve qu'encore une fois, c'est pas assez agressif côté Chet. Imaginez qu'Hartenstein presse plus de shots que Chet en 8 minutes de moins. Pour moi, c'est une affirmation qui ne fait aucun sens. Je suis sincère avec vous. Hartenstein est un très bon joueur, je vous en ai déjà parlé, un role player qui s'assume et qui est tellement prépondérant pour une équipe. Mais on ne peut pas comparer le skill offensif d'Hartenstein et d'Holmgren. C'est pas le même type de joueur, je pense sincèrement. Et Holmgren prend 2 shots de moins en 8 minutes de plus. Il est pas assez agressif. Et on le voit dans le jeu de Shea. C'est beaucoup plus facile de défendre Shea quand vos coéquipiers ne représentent pas une énorme menace, ça les gars. Quand vous avez 2 ou 3 joueurs autour qui peuvent vous détruire, bah évidemment, vous pouvez pas défendre aussi dur sur Shea, parce que sinon ça crée beaucoup trop d'espace, et boum, c'est pareil pour Wemby. Hein. Wemby est encore plus un catalyseur que Shea, à mon sens. Parce que dès que le shot de Wemby rentre, difficile à arrêter, je vous dis, le jeu est plus le même, et on l'a vraiment vu dans ce Game 6. Wemby a commencé le premier quart-temps de manière très agressive, et son shot à 3 points est rentré. Vous avez vu la fluidité, si vous regardez les images, par curiosité, pour voir que je raconte pas juste des âneries, vous regardez le Game 5 et vous regardez la motion et le mouvement de Wemby qui prend son 3 points à OKC ou à San Antonio, c'est pas le même joueur, les gars. Il n'y a pas le même peps, il n'y a pas la même confiance, il y a pas la même... Les épaules ne sont pas aussi écartées, le corps n'est pas aussi synchrone, c'est pas la même chose. Je pense il a bien récupéré. Je pense qu'il y a vraiment eu un boulot de récupération pour Wemby, que mon opinion, je suis pas un insider, vous le savez. Mais j'avais l'impression qu'il s'était bien reposé. Il avait l'air beaucoup plus frais. Et on voit aussi qu'il s'est dit, bon, c'est Game 6 à la maison, il est hors de question qu'il célèbre sur notre sol. Il m'a vraiment donné cette impression, Wemby, de dire, les gars, non, pas aujourd'hui, pas chez nous. Vous venez pas célébrer le titre de conférence chez nous. Ça va pas arriver ce soir. Il vraiment en taille patron. Il est sorti des starting blocks agressifs, efficaces. Et là, je vous assure, pour OKC, c'est beaucoup plus compliqué à jouer. Parce que, je vous dis, ça libère pas mal de monde. De'Aaron Fox, je sais pas comment vous dire, à la création, il a quand même été intéressant comme au match précédent. C'est quand même chouette qu'il ait pu reconnaître ça, que De'Aaron Fox se dise, bon, ok, je shot de manière atroce, donc je vais essayer de faire en sorte que si mon shot ne tombe pas, que je puisse me rendre utile d'une autre façon. C'est-à-dire à la création, à la passe. Et tout le mérite lui revient. C'est très bien, mais
C'est quand même pas possible d'avoir des pourcentages pareils au shot pour un joueur pareil. Ça me rend personnellement dingue. Stephen Castle fait encore un super match. On shot à 50%, on provoque des lancers francs, on prend 5 rebonds, 9 passes D pour une seule paire de balles. Vous voyez aussi la différence. Combien on a? 12. 12 paires de balles. On était à combien au match précédent? J'ai oublié, je vous l'ai dit tout à l'heure en plus. On est à 15. Et là on est à 12. Il y en a 3 de moins. Ça a l'air bad, mais ça change vraiment, vraiment beaucoup. Surtout que sa paire de balles est beaucoup moins critique que ce qu'il n'avait pu produire côté OKC. Donc on a Wemby qui sort des starting blocks en taille patron et qui dit ok les gars, pas ce soir. Faudra passer sur mon cadavre si vous voulez gagner. Et OKC n'était clairement pas en mesure. Le run du troisième quart-temps était magnifique des Spurs. Ils ont fait un run, c'était un combien, je me rappelle plus exactement où c'est. Vous avez l'impression qu'ils jouent tout seuls sur le terrain pendant 1 ou 2 minutes. C'est incroyable. Et ça clique côté Spurs. Parce que regardez, même les pourcentages de Wemby ne sont pas incroyables. Il fait mieux que ça en général. Il shot même pas à 50%. Par contre, 4 sur 9 à 3 points, je vous dis, ça délie tout ça. Parce qu'on a Devin Vassell qui prend des bons pourcentages. On a Stephen Castle qui prend des bons pourcentages. On a Keldon Johnson qui prend des bons pourcentages. On a Dylan Harper qui, lui, a été sensationnel en sortie de banc. 20 ans, et quand il sort et qu'il joue avec la confiance comme ça, mais lui, encore une fois, il a besoin de cet espace créé par Wemby offensivement. Une fois qu'il a un peu d'espace, il punit. C'est beaucoup plus difficile de défendre dur et proche sur Dylan Harper quand Wemby représente autant d'attention offensive. Il n'y a rien à faire. Ça peut paraître vraiment réducteur et une analyse de bas de gamme, mais je vous assure, Wemby est le catalyste. Ce que Wemby dégage en attaque, les autres peuvent se nourrir de ça. Quand il est pas bon dans son shot et qu'il est loin de la raquette parce qu'on arrive à le pousser, c'est beaucoup plus compliqué de mettre le jeu en place. Offensivement, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des shots ouverts. Il faut parfois créer des shots, prendre des mauvais shots, des shots qu'on ne veut pas. Mais quand vous avez Wemby qui a 4 sur 9, vous êtes obligé de le défendre dur, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc il y a automatiquement 1 ou 2 joueurs qui pourront créer un mismatch, créer un avantage de match-up, c'est ce que je voulais dire par mismatch, ou créer simplement un mouvement où on crée un shot ouvert. Et ils l'ont fait de manière incroyable. Regardez les pourcentages au shot. Je dis Devin Vassell qui fait 4 sur 7 à 3 points. Il prend 7 shots, il marque 12 points. Et on défend très très dur. On défend très très bien. Je vais les exemplifier sur Shea. On défend très très bien. Les pourcentages sont bons. Hormedia, Run Fox, tout le monde a bien shoté. Et un truc assez marrant, regardez, ça je m'en suis rendu compte en analysant ça post-match. En plus-minus, tout le monde est dans le positif côté Spurs. Ça c'est une stat assez rare. C'est pas quelque chose que je croise assez souvent. Et même le banc, si vous regardez, à part McLaughlin, tout le monde est en positif. Je crois que j'ai jamais vu ça. Je dis pas que ce n'est jamais arrivé, moi je l'ai jamais croisé. Alors que de l'autre côté, inutile de vous le dire. Donc, ça a fait plaisir de voir le caractère de cette équipe, le caractère du coach, le caractère du leader, parce que je vous dis, Wemby est vraiment sorti des starting blocks, vitesse V', on a pris quelques gros shots, on a mis tout le monde en confiance, on a pris une attention énorme, et malgré ça, on a joué que 28 minutes, hein. J'ai oublié de préciser ça aussi, hein. 28 minutes, 28 points, ce qui fait qu'en plus de ça, on n'a pas pris le blowout du troisième quart-temps permet à Wemby d'être plus frais pour le Game 7. Et croyez-moi, ça va être nécessaire, c'est demain ça. Ça c'est demain, c'est le match couperé pour savoir qui va représenter la conférence Ouest en finale, dans les finals, et on aura eu une série vraiment incroyable. Je vous le disais, regardez encore une fois, quand OKC parvient pas à scorer beaucoup, ils perdent automatiquement le match. Hein. Je veux dire, on peut me dire, oui, il y avait 100 cases en double overtime. 100 cases en double overtime, c'est pas du tout un high scoring game hein, dans l'NBA actuelle. Pas du tout. La preuve, c'est que San Antonio score 118 dans le temps réglementaire ici. C'est pas au scoring game. Mais quand la défense des Spurs est aussi bonne, mais le problème, c'est que j'ai l'impression... Je ne sais pas si les Spurs pourront jouer une défense aussi dure côté OKC sans se retrouver avec Shea à plus de 15 lancers. Je ne sais pas. J'espère avoir tort, mais de ce que j'ai pu observer directement, c'est pas le cas. Les matchs sont vraiment totalement différents. Alors vous allez me dire, évidemment, ils jouent dans leur salle, ils sont galvanisés par le public, bien sûr que je prends tout ça en compte. Mais il y a ce côté insupportable, on peut pas jouer contre OKC chez eux, quoi. C'est vraiment gênant. Je vous dis, moi, à la place d'Adam Silver, je serais vraiment honteux de venir sur une tribune lâcher une connerie pareille. Non, les arbitres font vraiment du bon boulot. Ils sont vraiment incroyables. Nos arbitres sont les meilleurs du monde. Ah mec, mais bon. Il y a un moment, il faut regarder le contenu de ta ligue, il faut un peu respecter les gens qui le regardent. Non, le niveau d'arbitrage n'a pas été excellent dans cette série. Absolument pas. Non. Il peut pas dire ça en connaissant un tout petit peu le basket. Donc, moralité, les Spurs ont gagné à la maison.
c'est très chouette et ça nous permet d'avoir un Game 7 tant attendu. Le fait que on a les first two seeds, donc les numéros 1 et 2 de la conférence Ouest qui s'affrontent en finale de conférence. C'est génial déjà, c'est que les favoris ont été jusqu'au bout. Mais en plus de ça, on va avoir un Game 7. Donc ça, c'est vraiment rêvé. C'était un match-up vraiment excellent. Et quelque chose me dit, à part Drame, je pense que ce match le plan, on peut l'avoir dans les quelques prochaines années. J'ai pas l'impression qu'une de ces deux équipes va disparaître dans les années qui viennent ou avoir une chute précipitée. J'y crois pas, ça. J'y crois vraiment pas. Donc, je me réjouis vraiment de pouvoir suivre ça avec vous. Ça va vraiment, vraiment être intéressant. Donc, globalement, tout le monde a gagné à domicile. Et on a le Game 7 demain à OKC. Donc, je prie sincèrement pour que... Je m'en fous du vainqueur. Si j'ai une préférence, c'est les Spurs parce que je peux pas me saquer OKC. Mais ça va pas changer ma vie que ce soit là ou l'autre. Et puis, pour le côté symbolique et romantique, ça me déplairait vraiment pas que les Knicks soient champions cette année. Je vous l'ai déjà dit une fois ou deux. Le fait que les Knicks soient si haut et qu'ils gagnent, et puis leur 5 majeur est un des plus beaux de la ligue à avoir joué, ça me ferait plaisir pour Mike Brown, qui a été fortement décrié. Il a été viré par Sacramento, les gars, petit rappel, parenthèse ici. Les Sacramento Kings ont viré Mike Brown. Ah, il devait vraiment avoir Prime Phil Jackson dans les coulisses, hein, pour virer Mike Brown, parce que quand vous voyez ce qu'il fait du côté des Knicks, Sacramento, ça doit être une des franchises les moins bien gérées de la ligue aussi. Les mecs, c'est dur. Ça doit être dur, franchement, de jouer pour une franchise pareille. Ça doit être dur de se donner tous les jours pour une franchise pareille. Après, c'est cool, là, il y a quand même... Les contrats payent quand même des millions, donc on va pas les plaindre. Mais... ça doit être dur, quand même, d'être motivé d'aller jouer pour les Kings quand tu vois les décisions qu'ils prennent année après année. Wouh! Ils ont viré Mike Brown, hein. Lui, il est en finals NBA avec les Knicks. Il était si nul comme coach. Je vous dis, il doit vraiment avoir Prime Phil Jackson ou un coach vraiment incroyable. Ils ont Steve Kerr qui arrive, je sais pas... Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Les Kings. Mon Dieu. Mais par contre, ici, je vous dis, peu importe qui gagne, je revenais sur mon point initial, peu importe qui gagne, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un match de basket, s'il vous plaît. Je dis pas qu'on doit laisser le basket devenir dirty, c'est pas ce que je dis. Mais laissez un peu le jeu aller. Laissez-les se battre. Laissez-les se battre comme des hommes, les gars. Laissez-les se battre les possessions comme des hommes en pleine forme qu'ils sont, parce que c'est le top shape, ça, les gars. C'est des mecs en top shape. Donc, autant les laisser nous montrer l'étendue de leur capacité, de leur talent physique, plutôt que de siffler à la moindre case. Dans certains cas, enfin, moi, ça me gâche un peu la vie, je vous le dis honnêtement. J'espère sincèrement qu'on aura un match disputé, et un match âpre, un match rugueux, physique, avec des coups d'éclat offensifs. Ça, ce serait vraiment le meilleur scénario pour moi, peu importe qui gagne à la fin. C'est deux équipes magnifiques, et je vous dis, on va les revoir dans les années à venir. Donc, c'est ce que j'ai pu tirer comme conclusion de ces deux affrontements. Et je ne sais pas quand je pourrai vous voir après les Game 7, mais on va essayer de débriefer un peu les Game 7. Et je pense que je prendrai le risque de prendre quelques images. Et si je me fais flag encore une fois, bah tant pis, les gars. On mettra une réclamation, on essayera. Mais j'ai envie de vous mettre quelques images. J'ai vraiment envie de mettre quelques images. Et quelque chose me dit que dimanche, on va faire ça. Le lendemain, pour ne pas que ça vieillisse trop mal. Et je vais essayer de mettre quelques images pour essayer d'exemplifier certains de mes propos, parce que des fois, je suis juste là en train de parler, et vous pouvez vous dire, ouais, je suis pas d'accord. Ce qui est tout à fait cool. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le manifester d'une manière ou d'une autre. Je me ferai plaisir de lire vos désaccords. Et vos accords, et peu importe. Donc, si vous avez tiré d'autres enseignements que les miens, n'hésitez pas à me les partager. Si vous avez vu quelque chose que je n'ai pas vu, si vous voyez une tendance qui s'est dégagée que je n'ai pas abordée, faites-moi plaisir, faites-le moi savoir. Comme d'habitude, si vous n'avez pas follow la chaîne, si vous n'avez tout ce qui peut m'aider à être visible me permettra de créer une petite communauté avec laquelle discuter de tout ça. Et c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir une petite communauté et que quand on lance un live, on soit quelques-uns à discuter, que je puisse apprendre de vous. Si vous pouvez apprendre de moi, tant mieux, mais moi, j'ai vraiment cette envie d'en discuter. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne à la base. C'est pour discuter de sport américain, donc de football américain, de basket. Il y a le mondial qui va arriver, donc on va parler football aussi, je l'ai pas encore fait. Et parler de Pokémon, les gars. J'ai envie d'en discuter avec vous. Donc si vous avez des choses à raconter, n'hésitez pas, j'ai une bonne oreille, il n'y a pas de problème, et j'ai des bons yeux pour vous lire. Donc, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère vraiment que vous allez profiter de ce Game 7 autant que moi, j'espère vraiment que vous allez palpiter et que ça va vous apporter ce que le sport apporte de mieux, c'est-à-dire le plus haut niveau, cette opposition, et j'espère que les arbitres ne vont pas tout gâcher. Step up, les arbitres. N'écoutez pas Adam Silver, il dit des bêtises. Donc, encore une fois, merci à tous, et j'ai tendance à vous dire à dimanche.